Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant l'utilisation de la fonction oscilloscope dans SoMove lorsque nous sommes connectés à un Lexium 32. Donc, la première chose, on va se connecter au Lexium 32. Voilà. Donc, la connexion est en cours et là, SoMove est en train de récupérer tous les paramètres du Lexium. Nous sommes connectés en série, donc ça met un petit peu de temps. Voilà, donc nous sommes connectés à un Lexium 32 MU45M2 qui a un moteur BSH 0551P connecté dessus. Et au niveau des cartes disponibles, on a une carte d'entrée-sortie. Sur le slot 1, le slot 2, il est vide. Et le slot 3, nous avons une carte Ethernet IP. Voilà, donc nous allons aller dans la fonction oscilloscope qui s'appelle en français avec le niveau de l'onglet enregistrement. Donc, premièrement, on va demander à enregistrer quelques variables. Donc, première variable, nous allons demander à enregistrer la vitesse de rotation en cours, qui est en tours par minute. On fait ajouter. Et nous allons également rajouter, par exemple, le couple actuel. C'est TQ act, voilà, qui lui est en pourcentage du nominal du moteur. Voilà, ensuite, il faut régler la période d'échantillonnage. Trop descendu, voilà. On va faire par exemple 10 millisecondes. On verra si c'est suffisant ou si c'est trop tout à l'heure. Voilà. Ensuite, il nous faut régler le trigger. Donc, si on ne règle pas de trigger, en fait, au moment où on va faire démarrer, l'enregistrement va se mettre en route et il s'arrêtera dès qu'il n'aura plus de place pour continuer. On va mettre un trigger pour avoir une forme où on va avoir un début de mouvement, on sera sûr de voir quelque chose. Donc, on passe en mode expert, voilà. On va demander à enregistrer dès que la vitesse de consigne, enfin la consigne de vitesse, pardon, sera supérieure par exemple à 5 tours par minute. Voilà, donc growing edge pour dire qu'on est en front montant, sinon c'est falling edge pour le front descendant. Ensuite, il y a d'autres fonctions possibles. Et on met 5 tours par minute. Voilà, ça c'est bon. Ici, on va prendre le contrôle du variateur. Alors bien sûr, si le variateur bouge au niveau de la par la machine, hein, par les commandes qui peuvent être envoyées par les contrôleurs, bien entendu, aucune raison de prendre le contrôle du variateur. Vous faites enregistrement. Dès que la vitesse va dépasser les 5 tours par minute, comme dans notre exemple, l'enregistrement va s'enclencher et s'arrêtera dès qu'il aura fini. Ah, donc nous, on prend le contrôle. On va mettre en run le variateur. On va mettre quelques réglages. Donc on va demander à aller à 80 920 points, soit 5 tours. Le variateur est par défaut, tout a été remis en usine, en paramètre d'usine. Donc la vitesse 600 tours par minute, l'accélération 6000 tours par minute par seconde, pardon. Et la décélération, pareil, 6000 tours par minute par seconde. Start. Donc là, j'ai enclenché un mouvement, je peux en lancer un autre, voilà, sauf que comme je n'ai pas demandé d'enregistrement, il ne se passe rien. Maintenant, je vais faire enregistrement, waiting for trigger, donc on attend le déclencheur, on peut attendre, on lance un mouvement, voilà, le déclencheur est passé, recording, c'est-à-dire que l'enregistrement est en cours, et là on est en train de récupérer les données, voilà, donc on voit bien une courbe, on voit qu'il nous manque un tout petit peu d'informations en amont, donc ça on va résoudre le problème très vite, tout de suite même. Au niveau de délai, ici, on va aller dans la partie supérieure qui permet de récupérer des informations en plus sur la partie gauche. Et on va dire par exemple, on veut récupérer 5 fois le temps de cycle, c'est-à-dire 50 millisecondes en amont. On relance l'enregistrement, toujours attendre le waiting for trigger, et on lance un mouvement. Donc là, pareil, comme tout à l'heure. Et donc là, on voit bien qu'on a un petit peu de temps en plus. Voilà, la courbe est strictement la même. C'est juste qu'on a du temps, on voit bien ce qui s'est passé un petit peu avant. Par contre, on se rend compte qu'il y a beaucoup de délais, il ne se passe rien sur la fin du mouvement, donc on peut se dire, on va diminuer la période d'échantillonnage, on va passer à 5 millisecondes, on relance un enregistrement, et on fait start. Voilà, c'est assez propre, on peut rester comme ça.
Et maintenant, on peut se dire, ben, on voudrait afficher une autre variable, par exemple, la position instantanée. Donc, on va demander, à ce moment-là, c'est pact. Donc, nous, l'unité en point codeur, mais peu importe. Ça, si vous aviez une mise à l'échelle, on serait dans la mise à l'échelle, dans l'unité de la mise à l'échelle, pardon. Voilà, on relance un mouvement. Pardon, on relance le scope et on relance un mouvement. Voilà. Et là, on s'aperçoit qu'il nous manque la fin du mouvement. Et tout simplement, on voit aussi que le temps n'est plus le même. Et la raison est simple. Les données sont sauvegardées dans le variateur et non pas par la communication directement entre SoMove et le variateur, en live, on va dire. Tout simplement parce que on se rend compte qu'on a des périodes d'échantillonnage qui peuvent être très très courtes. La plus petite est à 62,5 microsecondes. Et ça, on se doute bien qu'avec une com série, c'est pas possible. Donc, l'idée, c'est on va enregistrer dans une zone mémoire dans le variateur. Cette zone mémoire a une certaine taille fixe. Donc, plus on va mettre de données dedans, moins on aura de temps de données dedans. Donc là, on se rend compte que le temps n'est pas suffisant, donc on passe se remettre à 10 millisecondes. Voilà, on va relancer et start à nouveau sur le mouvement. Voilà, et donc là, on a notre mouvement, donc on a bien la fin du mouvement, on a même un petit peu de rab ici. On pourrait très bien se dire, bah, pourquoi ne pas rajouter une autre variable? Donc par exemple, on peut mettre la consigne de vitesse. Comme ça, on va avoir et notre courbe de, pardon, la courbe actuelle en vitesse, et puis la consigne également. Alors je vais juste changer la couleur parce que le marron ne se voit pas très bien. On va passer sur un violet comme ça. OK. Voilà. Et on va bien sûr relancer. Donc, hop, voilà, on relance le mouvement. Là, l'enregistrement se fait. Voilà, donc on a bien notre courbe. On se rend bien compte qu'on a un petit peu moins de temps ici, ce qui est logique, parce qu'on a rajouté une variable. Et on voit bien donc la consigne de vitesse en rose-violet et la vitesse actuelle, donc qui va autour, puisque obligatoirement elle doit suivre. Voilà. Dans les choses intéressantes que vous pouvez faire aussi, c'est du zoom, si vous avez besoin de voir quelque chose de particulier. Par exemple ici, hein, c'est un exemple que je donne. Quand vous voulez revenir, vous cliquez sur le 100% autoscale et hop, vous revenez à la configuration qu'on avait précédemment. Vous pouvez également mettre des curseurs, donc vous vous mettez sur la variable où vous voulez, enfin pardon, oui, le canal où vous voulez rajouter un curseur, vous cliquez sur curseur, et là à ce moment-là, vous pouvez déplacer les deux curseurs qui existent, et donc vous avez le temps du curseur avec la variable, enfin la valeur de la donnée à ce moment-là, et là identique sur l'autre curseur, et vous avez également la différence de temps et de valeur. Et si vous allez sur une autre variable, un autre canal, donc là je suis sur la vitesse, la consigne de vitesse sur le rose. Si je vais sur la vitesse actuelle et que je reclique sur curseur, à ce moment-là, j'ai d'autres curseurs, puisque j'ai des curseurs qui sont liés à cette valeur-là. Voilà, et là, je peux revoir également, bah, par exemple, à 20 millisecondes, on peut revoir voilà, vraiment les mêmes choses. Donc le temps, on a le même, la différence est différente, puisqu'on n'a pas les mêmes valeurs, hein, bien sûr. Voilà, on a des valeurs caractéristiques à l'instant T. Voilà. Et ça, donc, pour les 4 canaux. Dans les choses importantes, vous pouvez aussi enregistrer, faire une copie de la trace. Donc, je pourrais, par exemple, on va l'appeler test 1 et .png, donc ça sera enregistré comme un PNG. Vous pouvez également enregistrer la valeur pour pouvoir la revoir à l'occasion sur un besoin particulier. Donc vous pouvez exporter la trace. Et attention, quand vous exportez la trace, vous n'exportez que la trace, vous n'exportez pas la configuration. Donc ça, c'est un autre fichier qu'on va voir juste après. Donc là, on va l'appeler test 1 également. Donc le .ps3 trace va s'enregistrer, va se rajouter tout seul. Donc là, on a enregistré la trace, et maintenant, on peut enregistrer la configuration. Là, bah, pareil, je vais donner le même nom. Voilà. Hop. Et .ps3 config va se rajouter tout seul. Voilà.
Écoutez, je pense que nous avons fait le tour. Je vous remercie. Ce tutoriel est terminé.